Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur l'opération Rising Lion avec l'État d'Israël qui a attaqué de manière absolument massive l'Iran. Iran qui n'avait pas été attaqué sur son territoire comme ça depuis la guerre Iran-Irak, ça remonte à plus de 25 ans aux années 80. Ce que l'on va voir sans montage, tout le monde est un petit peu occupé en ce moment dans l'équipe, eh bien c'est les différentes étapes de cette attaque principale qui ont eu lieu dans la nuit du 12 au 13, ensuite pendant la journée du 13 juin. Et derrière, très important, on va revenir sur les 8 grandes leçons, car comme vous le savez, moi ce qui m'intéresse à chaque fois avec l'analyse de tout ce qui se passe sur Terre, ce sont les leçons, les takeaways que l'on peut prendre pour notre défense nationale. Et vous allez voir, il y en a un petit peu. On revient un tout petit peu sur, on va dire, la big picture, l'idée globale. Je vous rappelle qu'il y avait des négociations en cours entre les États-Unis et Israël par rapport à la volonté, et l'Iran, pardon, par rapport à la volonté iranienne de récupérer du nucléaire, que récemment on a eu la chute de Bachar en Syrie, que l'État d'Israël, eh bien, ils sont en train de se battre contre Ansar Allah, donc les Houthis au Yémen, en même temps contre le Hezbollah, contre le Hamas, et rajouter également un petit peu des chiites en Irak. Donc ils sont vraiment en train de se battre avec, si on peut dire, tous les voisins, et qu'ils ont clairement verbalisé qu'ils avaient une volonté de stopper le programme iranien d'accession au nucléaire. Les Iraniens de leur côté ont déjà affirmé que leur état final recherché, eh bien, c'était de détruire Israël et qu'à partir de là, l'Iran ayant prouvé qu'ils ont capacité avec leurs missiles balistiques à venir taper le territoire israélien, l'État d'Israël estime qu'ils sont menacés si les Iraniens peuvent acquérir l'arme nucléaire. À partir de là, ils ont fait la décision de faire une frappe préventive. La meilleure défense, c'est l'attaque, si on veut faire simple. Mais si on veut faire un petit peu plus philosophique, vous avez Clausewitz qui nous dit que la guerre, eh bien, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit dans son livre « De la guerre ». Il dit que l'acte de violence engagé pour contraindre l'adversaire à se soumettre à notre volonté, c'est ça, la guerre. Et afin d'atteindre avec certitude cet objectif, il faut désarmer l'ennemi. Et c'est exactement ce que les Israéliens ont cherché à faire avec, dans un premier temps, la volonté de détruire tous les systèmes de défense aérienne iraniens, de manière à pouvoir pénétrer et opérer de manière quasi libre dans l'espace aérien iranien. Ensuite, derrière, taper les bases de missiles, d'où partent les missiles balistiques qui ont déjà plusieurs fois frappé Israël. Et ensuite, venir taper le programme nucléaire, les différents sites, avec notamment tout ce qui est l'enrichissement en uranium. Comment est-ce qu'ils ont déroulé leur plan? C'est un plan by the book, j'ai envie de vous dire, qui nous fait directement penser au choc et effroi, le shock and awe, qui a été théorisé en 1996 par les Américains, qui a pour objectif une domination rapide, et que les Américains ont utilisé en 2003. Le choc et effroi, c'est quoi? C'est vous rentrer très vite, très fort sur l'adversaire. Et l'idée, c'est d'être tellement saturant que vous inhibez chez lui la capacité à se défendre. Les Israéliens ont donc mis en place une méthode assez efficace. Dans un premier temps, ciblage, je vais vous dire slash assassinat, des militaires, des grands chefs, de 6 militaires et également de certains scientifiques. Donc là, dans cette vidéo, on met volontairement de côté tout ce qui est droit international. Ce n'est pas le sujet, là, on est purement sur le côté technique et militaire. Ça, c'est un autre débat. Mais vous verrez, ça va être riche en leçons quand même. Donc dans un premier temps, ils viennent décapiter la tête de l'armée iranienne. En même temps, les scientifiques. Derrière, ils ont le Mossad, ils ont leurs forces spéciales, si vous voulez, qui sont déjà présents dans le pays, déjà présents en Iran, qui sortent des petits drones et qui vont faire des opérations de frappe contre la défense aérienne. Donc la défense aérienne, elle est réfléchie pour se battre contre des avions ou contre des missiles. Et là, ce sont des petits drones contre lesquels ils ne sont pas préparés, la défense aérienne, qui viennent, un petit peu comme on a vu en Ukraine, enfin en Russie ces derniers jours, décapiter toutes les capacités de frappe contre les avions. Dans la foulée, vous avez 5 vagues d'avions de chasse qui décollent depuis Israël, qui pénètrent en Syrie, qui pénètrent dans l'espace aérien irakien et qui vont venir ouvrir le feu avec F-15, F-16, F-35 sur des sites radars, sur ce qui reste de la défense aérienne et après derrière, de manière très méthodique, cibler 100 sites différents,
tirer 330 bombes et venir détruire ainsi tout ce qui est défense, tout ce qui est capacité de l'armée de l'air iranienne et s'assurer de pouvoir prendre de la supériorité, si ce n'est de la suprématie, dans le ciel de l'Iran pour ensuite pouvoir venir avec des bombardiers et traiter les cibles, je suis presque envie de vous dire tranquillement, notamment celles en rapport avec le programme nucléaire. Donc vous voyez ces différentes étapes. 1. On décapite les grands chefs pour gêner le commandement, en même temps les scientifiques. 2. On vient faire de la suppression of enemy air defense, on vient casser les défenses aériennes adverses directement depuis leurs 6 heures, si je puis dire, depuis leur territoire. Ensuite, on rentre avec différentes vagues d'assaut. On vient casser tout ça et après derrière, ils sont venus faire d'autres raids. On a des images de jour, tout en mettant également une présence de chasseurs en Syrie, en Irak, pour intercepter les drones, car les Iraniens ont répondu. Ils ont d'abord répondu avec une centaine de petits drones, la plupart interceptés, et ensuite avec une vague de 200 missiles balistiques, dont certains ont touché. Et ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que le fait que certains arrivent à passer, eh bien ça rappelle à Israël que s'il y avait du nucléaire, ça pourrait faire extrêmement mal. Si vous voulez mon avis, ce dont Israël devrait se méfier, c'est pas tant le missile balistique qui arrive à taper au sol, c'est le missile balistique avec du nucléaire qui explose à 50 ou 100 km dans l'atmosphère et qui vient d'un point de vue électromagnétique complètement gêner tout le pays. Maintenant, on va revenir un tout petit peu sur les loads, sur les avions qu'on a vus. On a vu des images qui ont été partagées avec notamment du F-16 équipé avec de la SDB. La SDB, c'est la bombe de petit calibre et vous en avez 6 par avion de chasse. Donc ça veut dire qu'avec 6, je vous dis des bêtises, il y en a 8. Il y en a 8 par avion de combat et on a une photo. Alors je ne peux pas là vous faire de montage, encore une fois désolé, on fera dans les prochains jours. Mais vous avez 6 F-16 et avec 6 F-16, ils ont 48 petits bombes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur Rafale, qu'on aimerait avoir, qu'on a demandé pendant des années. Et ben, on verra au Bourget si on a ou pas. Toujours est-il, on a parlé tout à l'heure des assassinats. Ce n'est pas nouveau. En 2020, déjà, il y avait des ingénieurs qui ont été assassinés par Israël, des ingénieurs iraniens. Vous avez compris un petit peu l'idée globale. Choc et effroi, décapitation, utilisation des drones et ensuite derrière on rentre dans quelque chose de beaucoup plus à l'occidental avec différentes vagues de chasseurs. Maintenant, eh bien, les Iraniens n'ont plus grand chose pour gêner les avions de chasse israéliens. Ils vont pouvoir petit à petit cibler des cibles car il semblerait que cette opération Rising Lion est partie pour durer quelques temps. Maintenant, les grosses difficultés pour les Iraniens, pour les Israéliens, ça va être la capacité de projection dans le temps. Il faut du tanker, ce sont des vols lents. Des vols extrêmement longs. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller par exemple bombarder Gaza à côté où c'est limite le champ de tir qui est au bout de la piste. Là c'est très engageant pour les machines, très engageant pour le potentiel. C'est des missions complexes avec des ravitaillements et les Israéliens n'ont pas énormément de ravitailleurs en vol. C'est pour ça que tout le monde se pose la question, est-ce que les Américains vont aider ? Est-ce que les Américains vont proposer des tankers? Ils en ont beaucoup dans la région. C'est la grosse information à suivre, si je puis vous dire, dans les prochaines semaines. Comme promis, 8 gros points, on va faire très simple, qui peuvent directement nous servir de retour d'expérience ou de leçons et à côté desquels il ne faut pas passer. Le premier, l'assassinat. C'est pas nouveau, mais là on voit clairement que c'est le nouveau standard. Et nous sommes dans un monde où les visages, les noms sont de plus en plus connus et si vous allez sur le Twitter de la Marine nationale, ils vont vous poster la photo avec le séminaire des futurs commandants. Donc c'est très facile de réussir à faire les organigrammes des armées parce qu'à l'heure actuelle, dans la Marine par exemple, on cache les numéros de coque de nos navires, mais on communique complètement sur qui est le commandant et vous faites un tour sur LinkedIn, vous avez tout l'état-major du bateau que vous pouvez constituer. Donc là maintenant, on l'a vu en Russie, on a déjà parlé, il y a 2 ans on en parlait dans Au-delà de l'Ukraine, dans notre livre. Là maintenant, on voit clairement qu'au début d'une guerre, dans un choc et effroi, il y aura du ciblage personnel sur certains officiers, certains personnels. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de comprendre qu'il est temps de protéger ces personnels et de rendre la tâche beaucoup plus difficile pour un attaquant qui ne nous aura pas prévenu qu'il commence le combat. Là, c'est un peu sorti du chapeau. Même si les Américains avaient annoncé, les Iraniens devaient s'en douter parce que les Américains avaient annoncé qu'ils évacuaient toutes les familles de leur base dans le Moyen-Orient. Deuxième point, on a vu que les infiltrations dans les pays, que ce soit en Russie ou là en Iran, eh bien c'est presque un nouveau mode opératoire et on serait bien candide de croire que ce n'est pas possible dans les nations occidentales. Donc il faut non seulement se protéger de la menace, mais
également savoir que la menace peut décoller directement depuis notre pays, depuis un container, depuis n'importe où, ce qui vient complètement transformer le travail de la défense. Troisième point, je pense qu'il y a certains grands génies qui ont décidé en France d'arrêter la SID et la DID, la Suppression and Destruction of Enemy Air Defense. On parle souvent sur cette chaîne du fait qu'avant on avait le martel. On a perdu notre capacité d'attaque en fait contre les systèmes solaires en France. Heureusement, le cap va changer un petit peu et on va récupérer ça. Mais à l'heure actuelle, on voit qu'on a perdu cette capacité et que là maintenant, on s'en mord les doigts parce que quelle est la première chose qu'ont fait les Israéliens? De la SID, de la DID. Donc c'est illusoire de croire qu'on peut faire une guerre moderne sans faire de la SID, sans faire de la DID. Je viens de vous dire, petite masterclass de la part des Israéliens qui nous rappelle à quel point c'est indispensable. Donc il faut réinvestir dessus et réfléchir à deux fois la prochaine fois avant de couper des capacités souveraines comme ça. Quatrième point, tout ce que l'on a vu de la part du Mossad et de la part de l'armée israélienne n'aurait pas pu avoir lieu sans le nerf de la guerre, le renseignement. Les Israéliens sont très forts en renseignement, très forts également en humain, l'human intelligence, c'est la base. On vient de s'en rappeler en France avec notamment une augmentation des budgets pour la direction du renseignement militaire. Pendant des années, on a un petit peu trop cru qu'on voyait tout grâce aux satellites et aux interceptions. Il faut de l'humain, il faut des personnes qui vous renseignent. C'est un travail sur des années. Et là, l'opération israélienne, elle est clairement préparée. Il y a des gens qui travaillent dessus depuis des années. Ça, c'est clair. Donc le renseignement est indispensable. Ils ont visé les maisons, les appartements, ils savaient qu'ils étaient là. C'est un énorme travail de renseignement. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Vous pouvez avoir la meilleure armée du monde, les meilleurs drones métriques. Sans renseignement, ils ne servent à rien. Cinquième leçon, on en a parlé un tout petit peu, c'est les Small Diameter Bombs, ces petites bombes que les F-16 peuvent emporter, et pas que, mais principalement les avions américains. 6 aéronefs de combat qui peuvent traiter 48 cibles, c'est absolument incroyable. Alors maintenant, le Rafale, on pourrait prendre par exemple 6 A2SM, mais après vous avez des problèmes de masse, des problèmes de ravitaillement en vol. Mais ce qu'il faut noter, c'est cette capacité à pouvoir réduire la charge militaire pour pouvoir en emporter plus, cette flexibilité qu'ont quand même le matériel américain. On pourrait s'en inspirer à un moment où il en était question, on va voir au Bourget où on en est. Sixième point, le droit international. Je pense que là, il n'y a plus grand-chose à dire. Hormis quelque chose qu'on disait il y a 2 ans, on citait le ministre des Affaires étrangères indien au-delà de l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait en gros que c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des valeurs, mais si vous ne vous battez pas et que vous n'avez pas la puissance pour défendre vos idées, voilà, personne ne va vous écouter. Donc on est clairement dans un monde où il faut la puissance. Et la puissance est clairement devenue plus importante que le respect du droit international. Si vous aviez encore des doutes, on n'en a plus. En 7, c'est la défense aérienne. Pourquoi je souris? Eh bien parce que là aussi, on a pris du retard. Mais cette semaine, hasard du calendrier, nous avons notre chef de l'OTAN qui a annoncé, il y a quelques jours, eh bien qu'il faudrait que le stock de systèmes solaires et de missiles solaires de l'OTAN fasse plus 400%. Donc juste pour mémoire, 1, 2, 3, ça fait bientôt 3 ans et demi qu'il y a la guerre en Ukraine et il aura fallu 3 ans et demi pour se dire qu'il faudrait faire x4. Spoiler alerte, googlez combien on a de systèmes solaires en France, faites x4, c'est toujours pas suffisant. Il faut avoir une capacité à intercepter du missile. Vous voyez que les Israéliens qui ont un tout petit pays, qui est vraiment beaucoup plus facile à défendre, ne peuvent pas tout arrêter. Ça vous donne une bonne idée du fait que en fait, vous ne pouvez pas avoir trop de défense aérienne et il en faut, et il faut en commander. Et on a déjà 3 ans et demi de retard. 8e point, et là celui-là, on va prendre un tout petit peu de hauteur. On va retourner au Japon en 1945. Au Japon en 1945, Hiroshima, Nagasaki, premier citron, deuxième citron, le monde découvre l'atome, si vous voulez, d'un point de vue militaire. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On pourrait dire qu'on a eu Spiderweb en Russie, et là maintenant on a les attaques avec l'Iran. 2 bombes nucléaires, 2 attaques qui partent depuis les 6 heures de la défense et qui vont attaquer à courte distance vos systèmes militaires qui ont été faits pour intercepter des avions et non pas des petits drones. Pourquoi est-ce que je fais un parallèle entre le nucléaire et le drone / IA? Parce que de temps en temps, il y a des révolutions sur le champ de bataille. Vous avez eu l'arrivée de la poudre, vous avez eu l'arrivée de l'aviation, vous avez l'arrivée du nucléaire. Et là, clairement, on a l'arrivée des drones / IA. Et
autant les gens ont compris l'importance de mettre en place une dissuasion nucléaire quand il y a eu l'arrivée de l'atome, tout le monde a compris avec Hiroshima et Nagasaki. Là, je pense qu'il est important que les gens comprennent que ce qu'on est en train de voir, c'est un petit peu l'équivalent pour le futur de la guerre. Et le point qui est très important, c'est qu'après Hiroshima et Nagasaki, certains pays ont décidé par eux-mêmes d'aller chercher l'atome, d'aller chercher l'arme nucléaire. Ils ont réussi à l'obtenir et très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis d'accord pour verrouiller l'accès à cette technologie. Et d'autres pays, pensez l'Italie, pensez l'Espagne, pensez l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un peu particulier, mais n'ont pas eu droit d'aller chercher cette technologie. Et moi, j'ai peur, je vous le dis clairement, là c'est mes 2 cents, que pour ce que ce soit des drones d'une certaine manière ou de l'IA ou un mix des deux, peut-être qu'on va aller vers la même direction. Et là, je suis sur un parking d'aéroport, mais j'arrive en train, j'étais en train. Et comme vous le savez, quand on prend un train ou même un avion, vous êtes en avance jusqu'au moment où vous êtes en retard. Quand le train il part, il est parti. Et là, on est en train de voir qu'il y a un train, drone/IA, qui est parti, qui accélère, que ce soit chez les Américains, chez les Chinois, ça fait un bout de temps. Et je pense que pour notre défense nationale, pour notre souveraineté, pour notre sécurité, il est urgent de monter dans le train. Et il y a un petit créneau où vous pouvez encore vous accrocher au train. Après, j'ai peur que ça soit trop tard. Et s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être faire ce parallèle. Le cerveau adore les histoires, le storytelling, faire des parallèles comme ça. Donc, on a eu l'ère de l'atome et tout le monde a compris avec Hiroshima, Nagasaki. Là, on a Spiderweb, on a l'Iran. Il faut peut-être réfléchir à une nouvelle forme de dissuasion, non pas qui vient remplacer les autres, mais qui vient augmenter les autres, qui est nécessaire. Comme l'arrivée des drones basse altitude, c'est une nouvelle couche qui se crée. Il va falloir savoir dissuader par rapport à cette couche-là, en ayant des capacités offensives, mais surtout des capacités d'interception. Et on est sur quelque chose d'aussi vital, j'ai envie de vous dire, que face à du nucléaire. Pourquoi? Parce que face à une attaque de petits drones, vous pouvez tout simplement perdre vos capacités nucléaires. Donc c'est directement lié. Comme vous le savez, si vous avez lu Au-delà de l'Ukraine, moi je crois beaucoup en la dissuasion en 3D, avec la dissuasion nucléaire, la dissuasion conventionnelle et la dissuasion industrielle. Dissuasion conventionnelle et industrielle sont directement liées quand on parle de drones et d'IA. Je rentre d'une conférence où c'était la thématique, on échangeait sur ce sujet-là dans le milieu de la défense. J'ai hâte de voir le Bourget cette année pour voir s'il y a des décisions, si on remonte dans le train, si la prise de conscience est suivie d'action, ou si on regarde le train s'éloigner et accélérer, aller vers la ligne grande vitesse, et qu'on loupe ce créneau-là. On ne l'avait pas loupé grâce au général de Gaulle avec l'atome. Espérons qu'on ne loupe pas ce virage-là, car clairement, Spiderweb et maintenant ce que les Israéliens ont fait avec l'Iran, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il est urgent de gagner une capacité de protection face à ce type de menace, mais également une capacité à la faire subir à l'ennemi de manière à le dissuader de vous attaquer. Là, on est dans de l'étatique. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je me suis déjà inquiété au jour où du non-étatique aura accès à ces technologies et à ces capacités offensives, mais là c'est un autre sujet. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Si vous êtes au Bourget lundi, j'y suis avec l'équipe de tournage, n'hésitez pas à faire coucou. Contactez-moi sur LinkedIn si vous souhaitez qu'on se rencontre. Par contre, je pars pas trop tard parce que le soir j'ai la réception chez l'ambassadeur. On va manger des Ferrero Rocher. Sinon, on se retrouve sur le bassin d'Arcachon pour voler ensemble. À très vite et fly safe.